Alors du coup, comme vous pouvez peut-être le constater, c'est qu'on se découvre là, hein, on s'est jamais parlé directement. Donc le but, c'est de créer une discussion, un échange. Moi aussi, je vais me démasquer. Hein, voilà, je pense que maintenant, on est aux distances réglementaires. De créer une discussion, un échange autour de deux séries qui mettent en scène et qui ont été, d'une façon ou d'une autre, on va voir comment, créer avec la participation de celles et ceux qui sont mis en scène, les jeunes comédiens, jeunes professionnels pour la moitié, amateurs pour donc jeunes professionnels pour tu préfères, amateurs pour des Juliette et des Roméo, et de discuter un petit peu de comment ça se fait ce genre de série-là avec des jeunes. Et je dis bien avec, pas pour, où des jeunes se mettent en scène et sont mis en scène, et donc sont partie prenante, et aussi de discuter donc non seulement de la façon dont ça peut se faire, et moi ce qui peut m'intéresser, c'est le processus lui-même, à quel point on glisse de l'atelier à la création, à l'œuvre elle-même telle qu'on a pu la concevoir avant même qu'il y ait une discussion. Enfin voilà, les limites entre la réalité et la fiction aussi qui vont apparaître là. Puis un petit peu, je vais vous demander de raconter comment ça se fabrique concrètement. Parce que c'est voilà, un peu les deux axes de cette discussion. On va quand même commencer par faire la chose la plus polie, c'est-à-dire se présenter. Donc je m'appelle Pierre Langlais, je suis journaliste critique spécialiste des séries à Télérama, et je crois que les gens sont presque mis dans l'ordre de mon texte, donc ça va être pratique. Donc plus près de moi, j'ai l'équipe des Juliette et des Roméo. Donc nous avons Isabelle Fougère qui est co-réalisatrice et co-créatrice, ici. Très bien, il y a un léger... voilà. Ensuite, Marilyn Charrier qui est la productrice, qui est plus près de moi. Ensuite, Mickaël Devever-Plana qui est l'autre co-réalisateur, co-créateur, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, un peu plus au fond, séparées les malheureuses, les deux co-créatrices de Tu préfères, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et il devait y avoir une troisième personne, ou je ne m'abuse. Oui, il devait y avoir un producteur, mais qui n'est pas là. Mais si, il est là. Ils sont là. Ils sont dans la salle, en fait, c'est ça? D'accord, je croyais qu'ils étaient sur scène. Alors, évidemment, je vais inverser, mais on va dire au pif. Donc, nous avons Lisa Akoka. Lise, pardon, pourquoi j'ai mis Lisa? Lise Akoka, c'est vous. C'est moi. Bonsoir. Et Romane Guéret, c'est bien ça. Bonsoir. On va commencer par faire un truc très simple. C'est qu'on va regarder un épisode de chaque. On va commencer par des Juliette et des Roméo. Si je peux juste vous demander à l'équipe des Juliette et des Roméo de présenter brièvement votre projet et ce qu'on va voir. Dans le micro, si possible. Alors, dans le micro. Alors, ce qu'on va voir, c'est un des 9 épisodes de la série qui sont en fait des courts-métrages. Ce sont des épisodes qui durent 13 minutes, entre 10 et 13 minutes, et qui sont en fait une variation autour du même thème de l'amour impossible. Une anthologie, comme diraient les... Voilà, on est parti. On expliquera pourquoi, hein, parce que ça a été un peu notre processus d'approche des jeunes avec qui on a travaillé. Et donc là, vous allez voir un des épisodes. Eh ben, on le regarde. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste dire le nom de l'épisode qui est Jules et Nadjim. Voilà. Donc, on va regarder l'épisode des Juliette et des Roméo, s'il vous plaît. On peut aller s'asseoir? Oui, je pense. Si vous remettez le masque et que vous repassez de l'autre côté, pas de souci. Bonjour Nadjim. Bonjour. On y va? Allez, installe-toi. Merci. Si je peux peut-être juste demander à l'équipe de Tu préfères de rapidement introduire leur épisode pour qu'on puisse le regarder et ensuite commencer à débattre ensemble. S'il vous plaît, merci. Donc, nous, c'est l'épisode 2 d'une série de 10 épisodes qui est sur le web d'Arte. Et donc, c'est l'histoire de 4 adolescents qui se retrouvent et qui jouent à un jeu qui s'appelle Tu préfères. J'imagine qu'on en parlera après. Et je vous laisse vous découvrir à quoi ce jeu fait référence.
Merci. Tu vois, là, c'est une vraie bouche. Wesh, t'es là. Je te jure, on dirait pas les make-up, là, les gens qui snap et tout, avec les trucs, les vraies bouches. Toi, t'es là, tu fais ça, on dirait t'embrasses ton petit neveu, frère. Non, C'est des bisous tout doux. Fais voir. Toi, c'est des bisous. Fais voir Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, voir. T'as vu, toi, tu fais ça. Tu pues de la gueule, en fait. Eh, tu parais combien que le jeu touche? Tu l'as pas touché. Oh, guette celui-là, guette. Guette. On monte, là, je l'ai frôlé. Elle ressemble pas à la mère de Geneva, elle? Si, non. Oh, le bâtard. Wesh, Geneva, y'a ta daronne, elle fait du jambé au métro. Vas-y, ferme ta gueule. Ta daronne a vendu maïs au métro. Casse-toi, ça fait 4 ans qu'on vous attend, wesh. On a fait vite, arrête de mentir. Elle est pas trop fraîche, elle? Là, un cul, hein. Pourquoi vous êtes pas comme ça, vous? Mais vas-y, ferme ta gueule. Pourquoi vous êtes pas musclé? Pourquoi vous êtes pas beau? Pourquoi vous donnez pas envie? Pourquoi, quand je te regarde, j'ai pas envie de toi? Pourquoi je te regarde, j'ai pas envie de toi? Ça me dégoûte. Elle s'est même pas fait à manger, elle a peur. Tu préfères traverser la place des fêtes nue ou manger du porc? Manger du porc? Jamais de la vie, ouais, j'étais malade du coup. L'immeuble 2.0, on sait déjà. Elle a dit. Et toi? Bah, je vais traverser comme ça, tout le monde va voir ma bite. Ah, celle que personne n'a jamais vue. Hein. J'ai pas envie d'aller en enfer. Non, moi je mange pas de porc. Ah, c'est haram, frérot. Mais Dieu, il va voir que t'as pas le choix. Mais il va te quel pardonner, choix, il va wesh. te pardonner, mon Tu vois, dans frère. les films américains, là, quand ils mangent les burgers, là, Oh avec là du là. bacon qui ressort, le Avec le cheddar. fromage, voilà. Moi, ça me donne trop envie, t'es fou, quoi. T'en as déjà mangé? Réponds-moi, moi, je t'ai dit. Moi, m'en je fous. sais. Vas-y, vous en avez déjà mangé. La vérité, ouais. Mais sans faire exprès, je te jure, tu c'est manges vrai. du Arrête de porc. Sans faire mentir. exprès, la tête de ma mère, la tombe de ma grand-mère. Aïe, aïe, aïe. Pardon, mémé. Et voilà, vous dégoûtez. Putain. Mais attends, C'était super écoute, bon. écoute l'histoire avant de parler, parce que vous deux, là, c'est un truc de ouf. On est parti au Burger King, on a payé nos menus bien chers, frère. On voit, il y a du porc. 8,80 €. On voit, il y a du porc, on a mangé quand même, on n'avait pas d'argent. Ouais, voilà, tu manges du porc, Dieu va te faire un truc de Eh. ouf. En fait, Dieu, il pardonne, en fait. Ouais, d'accord. Dieu, il pardonne. Bah, tu sais quoi, va tuer, Dieu va te pardonner. Toi, tu crois que tu manges du porc, t'es là, il tranquille, pardonne. pardon Dieu, tu fais des Il prières et pardonne c'est bon. tout, il est gentil, Dieu. Mais de toute façon, toi, votre Dieu là, les fèches, Comme je ta sais pas gueule, j'ai quel le Dieu Dieu, il y vous en a avez. que un et c'est le mien. Ouais, Ça s'appelle d'accord. comment? Voilà, frère. Adonai. Eh, toi, t'es juif, je suis musulman. Et donc? Voilà, votre Dieu T'es là. un on humain, dirait, il y je a suis un humain, 60 t'as un 000 cœur, j'ai dieux. un cœur, fin de l'histoire. Eh, Fin. je suis pas juif, moi. De toute façon, je fais Shabbat une fois, 2 fois, 3 fois, je suis pardonnée. Donc, Tous les vendredis, tu fais Shabbat, tu te lèves même pas pour éteindre la lumière, tu te lèves et tu vas manger du porc. justement, je me fais pardonner. Quel pardonner, ouais, je crois la vie c'est comme ça ou quoi? Les cochons se roulent dans la merde, wesh. Ils mangent leur lavés, merde, ils ils sont mangent leur lavés merde. et tout. Ah, ils mangent leur merde. Wallah, ils mangent leur merde. Encore pire. La vérité, hein, c'était bien bon, hein, c'était bien tendre, bien délicat, succulent, vraiment. Vraiment délicat. Attends, Wallah, t'as pas intérêt à m'approcher, hein. Ta sale bouche là. Qui aime bien, châtie bien. Mais déjà, toi, tu parles, pourquoi on peut pas manger du porc? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi on peut pas j'ai manger demandé à du elle. porc? Vas-y, continue. Au temps du prophète, Ouais, quel prophète? il n'y avait pas de frigo Mohamed. et tout. Couscous. C'est-à-dire le porc, ça donnait trop de maladies, tu Wallah, tu vois. racontes que de la merde. C'est pour ça qu'on interdit le porc. Qu'est-ce que tu me parles de frigo? Non, je porc crois, elle a raison. hein. Moi, je Oh, t'es sérieux, toi? Je me suis renseignée. J'ai vu un reportage. Ok, tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère à vie? Ta mère, en sachant qu'elle s'est occupée de toi depuis que t'es né, hein. Non, Elle est Starfou, là là, tous les jours, nanana, nanana. Et Dieu, c'est quand t'es mort, c'est lui qui s'occupe de toi. hein. ça reste entre nous? Ouais. Ça reste entre nous. hein. Dieu, je l'aime bien. hein. Mais ma mère, mais arrêtez, wesh, arrêtez. Dieu, je l'aime bien. Mais ma mère aussi, je l'aime trop. C'est pas moi, je décide d'aimer, hein, mais. Eh, vas-y, c'est bon. Toi, tu préfères quoi, toi? Ah, mon cassez pas les couilles, moi je mange de porc. Eh Mais ben, c'est pas Dieu, dans les mêmes circonstances, wesh, qu'est-ce que c'est tu me la même racontes? chose. tu manges du C'est porc. pas la même Ouais, il chose. mange avec C'est le pas la même plaisir. chose. Donc tu C'est pas la même chose. Tu grailles le porc. Tu grailles bien le porc. Ah
avec le Le Portugal. T'as pas dit que t'allais jamais manger du porc? Wesh, t'es bête ou quoi? Wesh, tu me parles de ma mère là, wesh, mon gars. Moi, pour ma mère, je mange même un cochon entier. Wesh, je peux pas vivre sans ma mère, wesh. Et dans tous les cas, à partir d'aujourd'hui, dans tous les tu préfères que vous allez me poser sur ma mère, je vais choisir automatiquement ma mère. Mais la vérité, hein, la mère d'elle a dit, son accent, il me tue. Elle a dit, tu fais quoi aujourd'hui? Ramasse ton caleçon. Casse-toi, casse-toi. Est-ce que tu as rangé ta chambre un peu avant que je te nique ta mère? Hey, nique ta mère. Mais il sait pas le faire. Il sait même pas faire. Voilà, niquez vos mères, voilà, c'est bon. Moi, ma mère, elle sait pertinemment qu'elle a niqué ma vie. Elle a gâché ma vie. Vas-y, casse-toi avec tes pertinemment, frère. À cause de son nouveau lycée, essentiellement, pertinemment. Elle trouve des mots qu'on connaissait même pas. Mais pertinemment, en fait, c'est mon meilleur mot. Ouais, depuis que t'es dans ce lycée de français, en fait. Très joli, et la langue française aussi, les mecs. Et tu sais quoi, elle a dit? On va parler français maintenant. Quoi? Tu sais, c'est quoi perspicace? Quoi? Perspicace. Bande de gros cons. Ça veut dire quoi, ça? Oh là là, c'est comme lucide, genre, c'est un peu comme lucide. Redescends, ma gueule. Et tout pourri ton lycée. Eh, vous êtes des jaloux, voilà. Là-bas, en tout cas, ça me tire vers le haut. Pourquoi nos lycées à nous, ça ne nous tire pas vers le haut? Bah, pourquoi vous critiquez mon lycée? La meuf, c'est bon, elle est partie dans le 12e, elle a cru elle était à Henri IV, frère. Mais Elle était calme. ferme ta bouche, frère. Tu pourrais même pas rentrer en 6e là-bas. De toute façon, ils acceptent pas les Arabes. Et pourquoi ils Surtout accepteraient toi. les Noirs? Les Noirs, c'est mieux que les Arabes. D'accord. Ta bouche. Ils sont plus civilisés. Moi, je suis civilisée. Toi, t'es civilisé, toi? Des fois, elle est civilisée, des fois, elle est pas civilisée. Et arrête de faire la bunchie, toi. La vie de ma mère, wesh, espèce d'esclave. Tes faux cheveux, là. Mais parle pas avec moi, frère. T'es bien foncé, mon sauce. On dirait des algues, tes Vas-y, cheveux. ferme ta bouche. Ah, mais Jenniba, t'es sûr que t'as des papiers? Parce que toi, tu fais trop la française, de ouf. Mais ferme ta gueule, frère. Tu fais J'ai trop mes la papiers. française, de ouf. Même si j'ai pas leur bouche toute fine, j'ai pas. Je suis pas une Jean-Paul, je suis pas une Jean-François, Didier Deschamps. Dis quoi? Dis des quoi? Dis des quoi? Toi, par contre, tu ressembles à un Malien. Toi, par contre, tu ressembles à une Niafou. Je suis française. Moi, je suis suédois, alors. Parlons-en maintenant. Et peut-être commençons par le commencement. Donc le but, c'est que ça soit une discussion. Donc n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. J'interviendrai pour cadrer de temps en temps, mais vraiment, ça m'intéresse que vous partagiez vos expériences. Et c'est un peu le but de cette rencontre. C'était quoi le point de départ? Est-ce que c'est dès le début la rencontre avec ces jeunes, ou est-ce que c'est un projet qui ensuite est allé vers les jeunes pour exister? Ben en fait, nous, c'est la DRAC Réunion qui a fait appel à nous en nous demandant de penser à un projet qui durerait sur 3 années scolaires. Et ça nous a énormément plu, sachant qu'on allait pouvoir les suivre pendant longtemps. Et donc, avec Isabelle, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme histoire avec des adolescents, puisque c'était à l'origine une classe de 3e et une classe de seconde. Donc des jeunes adolescents, d'abord à La Réunion et ensuite on a inclus Mayotte, puisque en fait dans le cahier des charges, la seule chose qu'on nous avait imposée, c'était de travailler avec une population mahoraise à La Réunion. Donc dès le début, c'est un projet structuré, comme pédagogique, comme je crois que ça sera différent avec vous, c'est ça votre point de départ. Et ensuite, vous êtes allé chercher les histoires. Oui, tout à fait. En fait, tout de suite, nous, on a su qu'on voulait travailler autour de l'amour, puisque à 14-15 ans, c'est ce qui préoccupe le plus les jeunes.
Et ensuite, on nous a montré des classes, enfin imposé des classes. Donc on n'a pas fait de casting. On a travaillé avec des jeunes et qui, au fil du temps, sont devenus acteurs pour l'occasion. On va ensuite dérouler ce récit, que ça m'intéresse, moi c'est mon côté critique, mais j'aime bien quand les gens racontent un petit peu leur expérience. Mais si vous pouviez, l'équipe de Tu Préfères, je pense que vous venez d'un tout autre endroit, si j'ose dire, et la création n'a pas surgi de la même façon. Non, alors nous, la rencontre avec les 4 ados est arrivée avant l'idée de la série. Enfin d'ailleurs, cette rencontre a même déclenché le désir de cette série. Donc vous êtes place des Fêtes dans le 19e, hein, si je ne dis pas de bêtises là en tout cas. Cette histoire, ouais, voilà. Exactement. C'était le cadre dans lequel vous êtes rencontrés vraiment ? C'est le cadre plus ou moins, ouais. En fait, moi j'étais coach enfant sur un tournage dans lequel ils avaient des petits rôles. Ils faisaient partie d'une classe en fait dans une école. Enfin, le tournage de ce film se passait dans un collège à Place des Fêtes. Ok. Donc voilà, moi j'ai passé tout l'été avec eux à les faire répéter, à m'occuper d'eux et tout ça. Et puis comme sur un tournage on attend beaucoup entre les prises, j'ai aussi passé beaucoup de temps avec eux à attendre et donc à discuter. Et en fait c'était tellement magique ce que j'entendais et les échanges que j'avais avec eux que peu à peu je me suis mis à enregistrer des moments. Et voilà, je les prévenais que j'enregistrais, mais évidemment, parfois, ils oubliaient la plupart du temps, ils oubliaient complètement les enregistrements. Et puis, dans le même temps, avec Romane, on écrivait un film toutes les deux qui parlait du tournage d'un film. Donc, ce matériel-là, en fait, était assez précieux pour nous parce que c'était des enregistrements d'enfants qui étaient sur un plateau de tournage. Mmh. Et donc, on a écouté ça toutes les deux, quelques temps après le tournage. Et voilà, on s'est régalé à la réécoute. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec eux, qu'on fasse un projet avec eux. On ne savait pas encore exactement quoi, mais en tout cas, en fait, ils étaient intéressants non seulement par leur personnalité, leur humour et leur intelligence et leur capacité oratoire, mais aussi, moi je les avais vus, je les avais fait travailler dans le jeu, et donc on savait que c'était aussi des super acteurs, quoi. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose d'assez inné chez eux qui n'avait pas été travaillé et qui, avec du travail, pouvait vraiment éclore. Ah. Ouais. Pardon, j'allais dire, on va ensuite discuter tout ça, mais du coup, ça me fait faire un pas en arrière rapidement, parce que vous avez déjà dit des choses qui me rend curieux de d'où vous venez, en fait, parce que vous avez été contacté dans un cadre très officiel, si j'ose dire. Vous étiez coach sur un tournage, donc en fait, vous êtes comédienne, vous êtes scénariste, en fait, quels sont vos... Où est-ce que vous étiez avant d'avoir ces idées-là, en fait, pour qu'elles se passent comme ça, les uns et les autres ? Moi, c'était mon métier. Je faisais du casting enfant et donc essentiellement du casting sauvage et du coaching enfant sur des plateaux de tournage. Ok. Donc voilà. Mais vous n'aviez pas encore écrit à ce moment-là ? On avait écrit. Mais vous commenciez à écrire, mais vous n'aviez rien. On avait fait un court-métrage toutes les deux, et toutes les deux, on s'était rencontrées en faisant le casting d'un film. Voilà, pour un long métrage, un long casting sauvage d'enfants. Et vous, Isabelle et Mickaël, c'est quoi votre background ? Et si vous pouvez juste nous dire rapidement pourquoi vous avez été contactés. On est parti du principe que... Mais d'où comment ça s'est passé ? Nous, tous les deux, on vient du documentaire. Moi, je suis plutôt photographe, Isabelle journaliste. Et en fait, tous les deux, il y a quelques années, on a fait un web documentaire pour Arte qui s'appelle Alma, une enfant de la violence. Et on est allé le présenter à plusieurs reprises à La Réunion, et c'est comme ça qu'on a été contacté ensuite par la DRAC.
J'ajouterais juste qu'effectivement, ce moment-là, ça a été important pour nous, parce que je pense que ça a été un moment de bascule. Parce que quand on a commencé à travailler, à faire un peu une tournée avec Alma, on a commencé à avoir ce lien avec les jeunes, parce qu'on intervenait beaucoup dans les établissements scolaires. Et c'est comme ça que finalement, on y allait plusieurs fois, à plusieurs reprises, et en métropole aussi. On a travaillé notamment avec des classes de lycée à Champigny parce que suite au web documentaire sur Arte, il y a un club de théâtre amateur de Champigny qui avait monté une pièce, un spectacle à partir du documentaire et du livre, parce qu'on avait fait un documentaire et un livre. Et donc on a commencé vraiment à travailler avec eux, à les filmer, etc. Et finalement, c'est comme ça qu'en parlant avec les gens de la DRAC qui nous avaient fait venir, nous on a basculé là vers la fiction en fait. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui moi va m'intéresser en tant que spectateur et critique, c'est les énergies qui se dégagent de vos deux œuvres qui sont très différentes, mais qui, dans le fond, finalement, elles parlent de choses similaires, c'est ça qui est intéressant, de manière vraiment pas avec la même langue, pas avec la même, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Comment ça se passe une fois que cette rencontre a eu lieu, donc un peu organisée, si j'ose dire, pour vous, plus impromptue pour vous, la vraie rencontre, elle se fait à quel moment ? C'est-à-dire à quel moment vous passez de, pour vous, voilà la classe, vous allez travailler avec eux, pour vous, tiens, ces jeunes, j'ai envie de bosser avec eux. À quel moment la rencontre se fait vraiment ? C'est-à-dire à quel moment les jeunes vous répondent, c'est-à-dire disent, ah ouais, c'est vrai, il y a une idée là. Et vous, à quel moment la discussion commence avec ces classes ? En ce qui nous concerne, nous, ça a été plutôt progressif. La première fois qu'on y est allé et qu'on leur a dit qu'on allait les suivre pendant 3 ans, tout le monde a levé les yeux au ciel parce que c'était un cinquième de leur vie, 3 ans. Donc pour eux, c'était éternel. Donc ils n'y croyaient pas beaucoup. Et c'est au fur et à mesure, nous on y allait tous les trimestres, on passait une semaine à La Réunion et une semaine à Mayotte. On a eu beaucoup de chance parce que là, on a eu des enseignants absolument formidables. Et le principal du collège et le proviseur des lycées, les proviseurs, ont été vraiment très très présents et nous ont laissé, quand on y allait une semaine, vraiment une semaine avec les jeunes. Et je pense que la confiance est née petit à petit avec ces jeunes. Mais concrètement, parce que être avec les jeunes, ça veut dire quoi ? Nous, on avait une clé qu'on avait plutôt pas mal choisie, parce qu'on s'est dit, à l'origine, c'était quand même pour un peu filmer et embrigader la population mahoraise dans un projet, parce qu'il se trouve que ce sont des populations qui arrivent en masse en ce moment à La Réunion, enfin, déjà depuis quelques années, et ils sont très, très difficiles d'accès. Enfin, en tout cas, ils ne se mélangent pas beaucoup avec les autres, contrairement aux autres communautés qui sont nombreuses à La Réunion, mais qui vraiment se mélangent à l'école. Après, à l'extérieur, c'est différent, comme le montrent les films. Mais en tout cas, il y avait ça. Et donc, nous, arriver avec l'histoire de l'amour, ça marchait très très bien parce qu'on leur a montré le Roméo et Juliette avec DiCaprio. Après, on a fait West Side Story. Ensuite, on avait Roméo kiffe Juliette. Enfin bon, on a commencé à leur montrer des choses et à parler d'amour. Et là, bon, ça a commencé. Mais ils savaient déjà qu'il fallait créer. Ah, complètement. D'accord, le projet était explicité, très bien. On leur a dit tout de suite. Au départ, on pensait plutôt faire une série web un petit peu plus modeste. On s'est rendu compte après, par la suite, qu'on avait une telle matière que c'était vraiment dommage. Et bon, alors là, j'anticipe peut-être, mais enfin, c'est à ce moment-là qu'on a basculé vers une prod vraiment classique et on a voulu les amener jusqu'à la télé. Voilà. Romane, Lise, vous, ça s'est passé comment ? Parce que vous disiez, Lise, qu'au début, vous enregistriez les discussions, mais est-ce que à quel moment, en fait, il y a eu un déclic où vous vous êtes dit, OK, on va en faire quelque chose, et surtout, à quel moment ils ont été inclus dans ce processus ? En fait, donc déjà, Lise les avait rencontrés, elle, vraiment. Moi, et dans les deux cas, d'ailleurs, c'est intéressant, dans les deux cas, il y a eu une sorte d'apprivoisement. Dans les deux cas, vous avez passé du temps ensemble avant que le processus créatif commence vraiment. Oui, et puis en plus, Tu préfères, c'est notre dernier projet avec Lise, et le tournage où elle a fait le coaching, c'était 2 ans avant. Donc de toute façon, on retrouvait des gamins qui avaient vachement changé. Donc il y a eu comme un peu une deuxième rencontre, donc moi la première et la deuxième pour Lise. Et puis non, ce qui s'est passé, c'est que nous, on écrivait le long métrage.
C'était dur, laborieux, parce que c'est long d'écrire un long métrage, et ça faisait 2 ans, et on avait hyper envie de se remettre mettre les pieds sur un plateau et être avec des enfants, et voilà. Et du coup, on s'est dit assez vite, un format court, ça peut être une chouette idée. On a pensé à eux direct, du coup, et très vite, on s'est mis à bosser en ayant cette idée du prétexte du « tu préfères » pour créer du débat. Et après, c'est en improvisant, en travaillant, que tout s'est un petit peu... D'accord, donc le travail a été plutôt à la différence de l'équipe des Juliette et des Roméo, où il y a eu vraiment en amont un travail de préparation et tout. Vous, ça a été d'abord dans votre coin que vous avez travaillé toutes les deux à commencer à structurer la série, et ensuite, c'est là que la collaboration a commencé ? Bah non, parce qu'en fait, tout s'est fait en même temps. En fait, on a juste eu cette idée avec Lise ce serait cool de les faire bosser, et on a cette idée du « tu préfères » et d'un format plutôt court. Et après, tout s'est fait avec eux. Enfin, les dialogues, comme c'est des dialogues qui viennent d'improvisation, de nombreuses séances d'improvisation, c'est finalement presque comme si eux avaient écrit, sauf que bon, nous, après, on retravaille beaucoup la matière. Et voilà, c'est vraiment en travaillant avec eux qu'est née la série. Alors justement, on va parler un peu de l'écriture à proprement parler, mais pour insister sur un point une question que je vous ai posée, en fait, pour vous, à quel point ces œuvres sont participatives et à quel point c'est quand même votre travail avec l'aide, entre guillemets, de ceux qui y jouent. C'est-à-dire, à quel moment, est-ce que vous êtes tout le temps dans le contrôle, entre guillemets, et que ça reste quand même votre œuvre, mais vous vous servez de la matière que vous offrent ces jeunes, ou est-ce que vous considérez qu'ils sont presque co-auteurs de votre travail ? D'une certaine façon, oui, ils sont co-auteurs du travail. Et les histoires se sont adaptées à leur caractère, à leur personnalité, sachant qu'ils ne sont pas acteurs eux-mêmes. Donc on a beaucoup travaillé sur plein d'histoires d'amour. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui... Est-ce que vous prenez l'exemple de celui qu'on a vu ? C'est passé comment, celui-ci en particulier ? Alors ça, c'était... donc on les faisait travailler par groupe de 5-6 élèves. Ça, c'était la classe de 3e. Et donc on leur a demandé de raconter une histoire d'amour empêché. Et une des tables a parlé justement de l'homosexualité. Et ça nous a beaucoup surpris avec Isabelle, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, que des enfants de 14 ans, 13-14 ans nous parlent déjà de ça. C'est une histoire vraie, en fait ? Non. Vous savez ? Non. Enfin, donc, ils l'ont inventée. Il y a des morceaux de vérité. C'est pas eux. Les garçons qui ont voulu cette histoire n'ont pas voulu... Il n'est pas mort. Quoi. Ouais. N'ont pas voulu jouer, n'ont pas voulu être acteurs, mais ils ont voulu que cette histoire existe. Il y avait un petit côté prétexte à ce qu'on faisait, c'est-à-dire que le but aussi, c'était de les amener en racontant. Parce que le passage par la fiction, alors c'est là où c'est intéressant, nous, en tant que documentaristes, et le passage par la fiction facilite énormément la parole. Surtout quand on est dans des sujets tabous, comme ceux-là, par exemple. Et finalement, le fait de se transposer dans des personnages imaginaires les a amenés à vraiment raconter, alors non seulement des histoires d'amour, mais à quels endroits ils vivaient. Alors là, on est à La Réunion, mais quand on travaillait à Mayotte, par exemple, on a travaillé avec des gamins qui vivent vraiment dans des bidonvilles, qui n'ont ni électricité ni eau chez eux et qui font 4 heures de bus pour aller dans... Donc, en fait, on a eu accès aussi à tout ce quotidien qui, pour eux, n'était pas un sujet, puisqu'ils étaient dans l'histoire, mais qui, pour nous... faisait le sujet. Donc c'est en ce sens que nous, on a récupéré toutes ces parcelles, et ensuite ça a été un puzzle de morceaux d'histoire et puis de tranches de vie du réel très fort, puisqu'on a tourné avec leurs parents, chez eux, etc. On va voir ensuite comment on structure ça, juste de votre côté, donc l'équilibre création-participation, si j'ose dire. Alors c'est sûr que c'est participatif parce que le point de départ, c'est vraiment leur personnalité, leurs préoccupations, leur façon de parler. C'est leur vraie identité ? Non. Vous avez réinventé des identités. Ouais, bien les sûr. Musulmans, la juive, tout ça, c'est plaqué dessus ou ils sont vraiment ça ? Ça dépend, en fait. Il y a des choses qui viennent d'eux et il y a des choses qui sont totalement inventées. D'accord. Voilà, donc on est dans une zone floue entre la réalité et la fiction, on en reparlera après. Ouais, mais en fait, pas vraiment, parce que... En fait, à part le fait que... Là, ce que vous venez de citer, c'est à peu près tout ce qu'il y a de vrai, que les religions. Ok. Mais sinon c'est fictionné,
souvent transformé en fait. C'est-à-dire que on part de quelque chose qui existe chez eux et on l'a transformé dans la fiction. Et ça, c'est votre travail, la transformation. Ouais, voilà. Mais donc voilà, c'est participatif. Après, par contre, il y a pas de... c'est pas de l'impro en fait ce qu'on voit. On n'a pas posé une caméra, on les regarde en vivre et en gardant le meilleur de ce que en fait, on part de séances d'improvisation qu'on filme et puis qu'on retranscrit encore une fois. D'accord. Donc si je vous demande, c'était ma question d'après, comment se passe l'écriture, vous avez commencé par les regarder interagir. On a commencé par faire des séances d'improvisation en les lançant sur des débats et dont le prétexte était... le prétexte, c'était le jeu « Tu préfères ». Donc, on les a lancés sur des « Tu préfères ». On a joué, en fait, avec eux à « Tu préfères ». Et on a retranscrit toutes ces séances d'improvisation. Et puis après, on a construit... à partir de ça, on a construit une fiction, une arche narrative. Et voilà, l'idée, c'était justement de raconter une histoire qui évolue du 1er au 10e épisode et pas seulement c'est pas que des instants. De se contenter de l'instant et de comment ils sont intelligents et drôles quand et scandaleux quand ils parlent. Et mis à part ces séances d'improvisation, est-ce qu'une fois que vous avez transformé cette matière, vous leur représentiez en disant... Est-ce que ça vous semble coller à ce que vous auriez dit ? Est-ce qu'il y a une deuxième vague, si j'ose dire, le terme est un peu difficile en ce moment, qui permettait de reassouplir derrière pour que ça leur ressemble toujours ? Parce que le risque, c'était, j'imagine, que vous, en transformiant ça, vous perdiez un peu de l'instantanéité, de la fraîcheur de leur improvisation, j'imagine. En fait, il y a deux choses. C'est que nous, que ça leur ressemble pour de vrai comme ils sont dans la vraie vie, c'était pas l'intérêt. Parce que après, donc la seconde vague, c'était de fabriquer de la fiction et donc fabriquer des personnages, une histoire. Et effectivement, de toutes ces retranscriptions qui sont... c'est hyper foisonnant. On en a fait 5 pages de scénario par épisode. Et donc, là, c'est écrit à la virgule près. Et donc, oui, effectivement, derrière, avec cette matière, on leur a fait rejouer le scénario qu'on avait écrit. Comment ça s'est passé pour des Juliette et des Roméo, le processus d'écriture ? Est-ce qu'il y a eu une part d'improvisation comme ça qui a pu aider à l'écriture ? Ou est-ce qu'eux-mêmes ont pris la plume ? Ça s'est passé comment ? C'est assez proche finalement, parce qu'ils ont élaboré des tas d'histoires. Donc on élaborait des histoires pendant des heures, on faisait ça sur un tableau, les personnages. Bon, alors en partant du mythe de Roméo et Juliette, on avait une espèce de cadre. Donc l'histoire d'amour c'est quoi ? Les obstacles c'est quoi ? Qui va aider ? Et quelle va être la résolution ou pas ? Parce qu'il y a des histoires qui finissent bien, des histoires qui finissent mal. Et ensuite ils ont écrit à partir de ces histoires des bribes de dialogue. Et là ils les ont écrits eux, justement, pour que... En plus, nous, on avait la question des langues, du mahorais et du créole, et on voulait vraiment que ça rentre... Il y a des épisodes où vraiment c'est du créole qui est sous-titré, etc. Donc, on leur a fait écrire les dialogues, et ensuite, nous, on a tout reconstruit, et c'est là où ça ressemble, effectivement, parce qu'après, ce sont des scénarios, on a tout réagencé, finalement. Mais dans votre projet, les enfants choisissaient qui allait écrire, qui allait jouer, ou c'est vous qui décidiez ? Ils ont tout fait de A jusqu'à Z, en fait. Donc tous les enfants de la classe ont joué dans les courts-métrages ? Parce qu'en fait, le but, ça avait un but éducatif aussi, du métier de l'image. Et donc, c'était aussi apprendre à cadrer, c'était apprendre à faire l'ingé son, c'était tous les petits métiers ou les grands métiers derrière la caméra. Et puis aussi, c'était l'instrument qu'on a utilisé pour faire cette série, c'était un smartphone. On n'a pas utilisé une vraie caméra, on a utilisé un smartphone qu'ils ont tous dans la poche. Et c'était aussi une façon de leur dire, vous voyez, vous avez un objet qui peut vous servir à raconter des histoires, à dire des choses. Plutôt que de faire des selfies, vous pouvez faire autre chose. Type d'outil qui apparaît dans votre générique. Oui. Donc en fait, qui est de toute façon quelque chose d'aujourd'hui inévitable. Vous, le tournage s'est passé de manière différente, j'imagine. C'est pas eux qui ont pris en compte la mise en scène.
Ça s'est passé comment pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Alors, vous étiez avec des jeunes professionnels, vous étiez avec des amateurs, donc un tournage ne se passe pas de la même façon, j'imagine. Après, nous, ils n'étaient pas professionnels. Hein. On ne peut pas dire ça. Ils étaient professionnalisants. Mais c'est difficile à dire à cet âge-là parce que ils sont tous pas vraiment... Enfin, eux avaient eu une expérience. Effectivement, ils avaient déjà vu comment se passait un tournage, mais derrière ça, ils n'avaient rien fait. Et c'est vrai que nous... on a l'impression... Enfin, c'est pas des professionnels pour nous. C'est quand même des gamins. Et du coup, ça s'est passé comment ? Le tournage. Est-ce qu'une fois que vous avez réécrit les textes, c'est parti, il faut jouer à la vie. Honnêtement, on regarde là, on pourrait se dire des fois qu'ils vous ont oublié et qu'ils sont vraiment en train d'échanger. Donc, ça doit être une forme de compliment de ma part. Mais concrètement, comment on fait pour en arriver là avec ces jeunes acteurs-là J'imagine que c'est leur première qualité et possiblement leur défaut, c'est cette énergie. Ouais, alors en fait, on a été sur le plateau avec un scénario dialogué qu'on avait, qui était un mix de notre écriture et de ce qu'on avait gardé de leur propre formule en improvisation. Qui était un scénario dans lequel tout l'arche narrative de l'épisode devait se déployer, mais qui était vachement plus foisonnant, enfin vachement plus long en fait que la durée de l'épisode, qui faisait une quinzaine de pages pour un épisode de 6 minutes, quoi. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on s'est servi d'oreillettes. Donc en fait, ils sont tous équipés d'oreillettes. Et en fait, on les dirigeait à travers ces oreillettes. Et donc ces oreillettes, elles nous permettaient à la fois de leur donner des indications de jeu, c'est-à-dire de ne pas couper entre les prises aussi, et pour aller sur le plateau, leur dire ce qu'il faut faire et puis recommencer, mais c'est-à-dire qu'on les dirigeait en permanence. Donc on a des prises très très longues d'1 heure et demie, souvent. Et puis aussi, ça nous permettait de leur souffler leur texte dans les oreillettes. Et donc en fait voilà, on avait un pupitre avec un canal en fait par enfant. On pouvait soit leur parler à tous les 4 en même temps, soit leur parler un par un et que ce soit isolé et que les autres n'entendent pas. Et donc voilà, donc on déroulait tout l'épisode comme ça, en leur faisant refaire plusieurs fois jusqu'à ce que telle partie soit validée. Et eux, ils ont appris à continuer à jouer en permanence, même en entendant des choses dans l'oreillette. Et donc, c'est-à-dire que quand il y en a un, par exemple, à qui on ne parle pas et qui n'entend rien dans ses oreillettes, il sait qu'il est toujours en état de jeu et qu'il est toujours dans un effort d'improvisation. Donc voilà, donc du coup, il y a ce texte respecté au millimètre et en même temps des choses comme ça, par-ci, par-là, qui sont inattendues et imprévisibles. Dans des Juliette et des Roméo, il y a une structure narrative qui est très différente. Là, dans l'épisode qu'on a vu, il y a une voix off. Il y a... en fait, c'est pas une séquence, c'est toute une histoire avec différentes temporalités, etc. Du coup, ça se passe comment cette écriture-là avec eux et cette interprétation, sachant que il y a évidemment derrière le montage, on va en parler, parce que c'est très important, je pense, dans un cas comme dans l'autre. Mais le tournage, ça s'est passé comment pour vous ? Sachant que je me trompe peut-être, mais ça peut être le plus difficile quand on a des acteurs qui ne sont pas du tout habitués à... Si peu amateurs soient les vôtres, ils avaient déjà une familiarité avec la caméra quelque part, puisque vous les avez croisés sur des tournages. Nous, on a eu la chance d'avoir une enseignante à La Réunion qui était aussi professeure de théâtre. Donc, elle faisait l'option théâtre. Elle nous a beaucoup, beaucoup aidés parce que quand nous, on n'était pas là, ça a quand même duré pendant 3 ans, elle leur faisait répéter des scènes. Donc, à La Réunion, on a eu ça. C'était plus compliqué à Mayotte, d'autant plus qu'ils ne maîtrisaient pas forcément toujours très bien la langue. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Mais alors, nous, c'était beaucoup plus artisanal. Et je dirais que c'est là où, en fait, le fait d'être des documentaristes, ça nous a beaucoup aidés. Parce qu'il nous est arrivé de réécrire des scènes parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ou tout d'un coup, on a notamment une fille sur un épisode qui a sans doute vécu des choses assez pénibles dans son enfance. Et c'était notre Juliette, elle n'arrivait pas à embrasser Roméo, donc c'était quand même un peu embêtant. Elle était complètement paralysée, donc on a réécrit la scène sur le moment, on l'a refaite, etc. Donc ça, c'était vraiment... on était là vraiment sur le fil avec eux et on a parfois répété certaines scènes. Certains avaient des facilités
facilité, hein. Mais bon, on était vraiment... on n'a pas pu faire de casting en plus, nous. Donc, on a vraiment... ça s'est basé sur le volontariat. Donc, on a vu qui avait envie de jouer, qui veut faire Roméo, qui veut faire Juliette. On avait très peur qu'ils veuillent tous faire Roméo et Juliette. En fait, c'était beaucoup plus... c'était un peu plus compliqué. C'est intéressant ce que vous venez de dire, qui a envie de jouer. Et ça, et ce qui est marrant, c'est que je suis allé lire les articles que mes collègues de Télérama ont écrits sur chacune de vos séries. Parce qu'il y a eu des longs articles en ligne, notamment, qui ont été écrits. C'est à chaque fois... l'énergie, l'envie. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça, de ce besoin de partager que peuvent avoir, si fictionnels soient les personnages, ce besoin en fait de pas de faire les stars devant la caméra, mais de partager par l'interprétation et par la création finalement, de partager quelque chose d'eux. En ce qui concerne les Juliette et les Roméo, ça a mis du temps. Je pense que c'était pas concret dès le départ. C'est lors d'un voyage où on est arrivé avec Isabelle et on leur dit « on a une bonne nouvelle, on a trouvé une productrice complètement folle qui souhaite produire une série comme celle-ci ». Et en fait, ça a complètement changé. En fait, tout d'un coup, ils ont vu que ça allait devenir du concret. Ça leur a mis la pression. En fait. Oui, enfin, moi, je pense que tout le monde ne voyait pas le résultat, et même moi, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire que la première fois que j'y suis allée, je leur ai expliqué. Donc, moi, je connaissais le travail de Mickaël et Isabelle. On se connaît depuis un certain temps. Et moi, ça fait 22 ans que je produis des documentaires et des courts-métrages. Et j'aime bien certains courts-métrages qui ont vraiment, il y a une approche très particulière. Je fais des adaptations littéraires, par exemple, qui sont toujours un peu des ovnis. Et là, quand ils m'ont apporté le projet, j'ai tout de suite été complètement sidérée par la qualité des scénarios et des histoires, déjà. Et quand ils m'ont dit qu'ils les avaient fait écrire, effectivement, avec les jeunes gens que je ne connaissais pas, je me suis dit, mais c'est dingue, ça tombait bien, enfin ça tombait juste, et je me suis dit, moi je pense que je peux défendre ça. Et donc je suis partie, on a fait une demande d'aide aux pilotes au CNC, parce qu'au départ ça devait être pour le web, après France Télévisions a voulu des modules pour le web sous forme de 2 minutes, avec le dimanche la rediffusion de l'épisode entier. Et donc, on est parti sur des 13 minutes. Et la première fois, je leur ai expliqué le métier de producteur, comment je venais, comment j'allais faire, ce que ça pouvait, le cadre que ça allait être. Et j'ai assisté au tournage du premier, du pilote, qui est en fait un des épisodes. Et alors là, je ne sais pas combien on était sur le plateau. Une armée mexicaine. On était, mais 40, quoi. On avait tous les gosses avec nous qui voulaient absolument participer. Il fallait leur expliquer ce que c'était que la régie, ce que c'était que de faire l'assistance. Ils ont été géniaux, ils étaient tous là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de timidité parce que Julia voulait pas se laisser embrasser. Les baisers, c'était vraiment... Ah là là, les bisous, c'était vraiment... Et puis en plus, c'était la première fois qu'ils embrassaient quelqu'un. Oui, et puis c'était pas du tout... C'était pas les mêmes communautés. Donc, et le garçon, il a été rigolo parce que du coup, il a essayé de la surprendre. Enfin, on a plein d'images assez marrantes. Mais c'était donc très frais, très spontané. Et je crois pas qu'ils se soient rendu compte tout de suite qu'ils étaient en train de participer à une aventure comme ça. Et quand à la fin, ils ont vu, qu'ils se sont vus à l'écran et que la série a existé, qu'elle a été diffusée et tout ça, bon, je crois que tout le monde était quand même extrêmement content, extrêmement ému, parce que tout est de cette qualité. C'est-à-dire les mômes, ils se sont donnés, ils ont joué, et il n'y avait pas un professionnel, pas un. Alors ça a ouvert des vocations. Et par contre, ça leur a permis de se lier entre eux. C'est-à-dire qu'on en a revu quelques-uns et ça a créé... il y avait des mômes qui étaient vraiment en situation difficile scolaire. Ça leur a permis de raccrocher, ça leur a donné envie de creuser des choses. Et ça, enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est plutôt une réussite. Que dire de l'énergie de votre bande et à quel point elle est motrice en fait, c'est un échange. C'est comme ça que je le perçois. J'ai l'impression que finalement, vous êtes nourris les uns les autres. Clairement, leur énergie, c'est à la base de ce projet, mais ça a été aussi le cauchemar de ce projet. Parce que c'est là où ils sont vraiment très très forts et c'est vraiment leur talent, cette énergie dans le langage aussi, ils ont quand même quelque chose de très particulier et il a fallu faire avec ça.
Et non, et ça me fait rire parce que l'anecdote du baiser, on l'a eu aussi, quoi. Enfin, effectivement, c'est jamais simple. Non, c'est pas simple. Une question de réflexion plutôt, mais si vous arrivez à l'illustrer avec des cas concrets dans votre travail, c'est parfait. En fait, où s'arrête l'atelier, où commence l'œuvre, ou l'inverse. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est la frontière? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? C'est le moment créatif ou c'est le produit fini, si j'ose dire? Est-ce que cette séparation, elle n'est pas faisable? Vous avez 4 heures. Allez-y. Alors, en fait, ça rejoint un peu la question d'avant, ce que ça me donne envie de dire. C'est que je pense que ce qui a beaucoup compté pour nous, c'est aussi la relation qu'on avait avec eux et la relation sur le long terme. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas... voilà, ça se fait pas comme ça en fait, où on n'est pas dans notre coin à écrire un scénario, puis à caster des gamins qu'on connaît pas et puis avec qui on va se retrouver sur un plateau de tournage un mois après. Et en fait, c'est la longévité de cette relation et la confiance progressive qui se construit et le fait d'apprendre à s'aimer. Et de plus en plus, en fait, enfin, de plus en plus, on les trouvait drôles, on les a admirés, ils nous touchaient, quoi, de plus en plus. Et je pense que, voilà, c'était quoi la question déjà? La frontière entre l'atelier et l'œuvre elle-même, finalement. Et en fait... Donc, du coup, voilà, l'atelier participe grandement au résultat. Enfin, ils sont intrinsèquement liés, quoi. Et est-ce que finalement, quelle distance il y a entre l'idée que vous avez au début et le résultat? Pour faire une comparaison avec ce qui peut arriver à un journaliste, c'est-à-dire qu'on arrive avec une question, on attend une réponse et on a parfois une autre réponse. Et du coup, la réponse qu'on obtient nous inspire une autre question. C'est-à-dire ce que vous disiez sur l'attachement que vous pouvez avoir progressivement avec ces jeunes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte au bout de 4 épisodes, merde, en fait, il y avait un truc qu'on aurait pu faire avant? C'est-à-dire, est-ce que ce processus quasi permanent n'est pas presque plus important que l'œuvre elle-même? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même un truc où, avec Lise, on prépare beaucoup. Et moi, je dirais que ça s'arrête, enfin, à cette question de quand est-ce que ça s'arrête l'atelier, on se freine un peu parce qu'en vrai, si on pouvait tourner tout le temps, on tournerait tout le temps. Mais quand même, le jour de tournage, j'ai quand même le sentiment que c'est hyper cadré et qu'il ne faut pas trop partir dans tous les sens. Après, évidemment, on prend les propositions et tout ça, mais là, on commence à... C'est du boulot, quoi, à ce moment-là. Et puis, non, moi, En fait, on avait fait un pilote avec Lise, donc il y a quelque chose qu'on avait déjà digéré. On savait ce qu'on voulait changer, mais j'ai pas une surprise de dingue en voyant le résultat. J'avais un peu déjà fait avec le pilote c'est une vraiment idée. le fruit de plein d'étapes de travail qui nous ont amenés vers là. Mais du coup, on a vu venir ce résultat. On a pu l'anticiper. Je sais pas. Et pour de votre côté, finalement, alors la question se pose peut-être un peu différemment parce que vous, le travail lui-même, c'était une bonne partie de la mission. Oui, enfin, tout. C'est compliqué de séparer les étapes. Et je pense que c'est pour ça que c'est une histoire qui nous aura marqué et on n'est sorti pas pareil. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne travaille même plus de la même manière et ça ne nous donne pas les mêmes envies. Enfin, nous, on a grandi avec eux. D'abord parce que c'était notre première incursion en fiction, donc c'était pas forcément évident. En plus avec des acteurs pas pros, enfin bon, c'était quand même un peu casse-gueule. Mais c'est compliqué, je sais pas pour toi, Mickaël, mais parce qu'on s'est jamais posé la question comme ça ensemble, mais pour moi, l'atelier et le film et l'atelier, c'est une histoire, ça se mélange et finalement, c'est quand les frontières sont plus très très claires et qu'on arrive à quelque chose qui existe et qui est là et que finalement... c'est très... je ne crois pas qu'on ait eu de surprise non plus, à part que nous, il y a eu un énorme travail de montage. Parce que vous avez vu, il y a un peu de peinture aussi sur vidéo, etc.
parce qu'on avait envie aussi d'amener un côté très BD. Et d'ailleurs, on va un petit peu vers ça maintenant pour la suite. Mais en tout cas, en plus, on a monté ça à Angoulême, qui est la ville de la BD. Donc, on a travaillé aussi avec des gens qui avaient des propositions artistiques intéressantes. Mais en tout cas, on allait vers ce but, mais entre l'atelier et le moment où Marilyn, bon, c'est dommage, elle est partie, mais où elle est arrivée, et c'est devenu vraiment, alors le dossier CNC, tous les trucs un peu galères, mais il faut le faire pour arriver à tourner un film. On l'a fait aussi, mais on n'a pas vu le changement. Voilà, ça c'est... Voilà, c'est pas de foi, mais... Non, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et je pense que le travail d'écriture est primordial pour faire un film de fiction, c'est évident. Vous pensez que la façon dont vous avez travaillé les uns et les autres se voit? C'est-à-dire que le téléspectateur qui serait rentré dans la salle sans savoir, d'ailleurs ça a été un peu le cas au début, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que la façon dont vous avez écrit a une conséquence directe à l'image? C'est plus le retour des gens qui nous fait nous rendre compte de ça. Et nous, clairement, on pense pas qu'on a travaillé comme ça, non. Je pense pas que ça se voit. Enfin, les gens nous disent ça. Ouais. Vous parliez de quelque chose, alors surtout que vous venez du milieu du documentaire, c'est cette frontière entre la fiction et la réalité. Il y a quand même une chose qui est abordée par les 2 épisodes qu'on a vus là, c'est des questions sociétales, des questions d'origine, des questions d'orientation sexuelle, des questions en fait de fond, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Quel rôle ça joue dans le travail avec les jeunes, comme dans votre approche, vous, personnellement? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ça faisait partie de la mission? C'est-à-dire qu'il fallait parler de ces problèmes communautaires, de ces problèmes d'ordre sociaux et intimes? Est-ce que vous, c'était une volonté? Parce que finalement, leur chat aurait presque pu suffire mais sauf que quand même derrière, il y a des choses qui se disent de la jeunesse actuelle, dans un cas comme dans l'autre, et de 2 jeunesses très différentes, mais comme je disais tout à l'heure, qui finalement ont des problématiques communes. Nous, on voulait vraiment que cette série ait du sens et qu'elle fasse réfléchir. Et le fait d'utiliser la fiction leur permettait aux jeunes d'aborder des thématiques qui sont un petit peu compliquées aujourd'hui. Et ils ne l'auraient sans doute pas fait si on avait fait du pur documentaire. Mais c'est eux qui les abordaient ou est-ce que c'est vous qui les mettiez sur la table? Non, c'est eux, vraiment. C'est eux. Et d'ailleurs, en fait, on a eu des séances de travail uniquement sur le message. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire? Parce qu'en fait, aussi, le but, c'était de leur montrer que prendre une caméra, c'est parler. C'est pouvoir dire et revendiquer des choses que... Alors, il y avait, notamment à Mayotte, il y a de gros problèmes de violence. Et en fait, c'est aussi proposer une montée en capacité de récit de soi et d'estime de soi, parce que j'ai réussi à dire, à partager quelque chose. Et donc, l'idée, c'était de les accompagner sur ce chemin. Donc, on les a laissés vraiment poser les thématiques. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire? Alors, en général, le message, c'était pour leurs parents. Bon, c'était « laissez-nous nous aimer hein, », mais on a travaillé à l'élaborer beaucoup plus, en fait. Chez ces ados, c'est des sujets qui existent beaucoup dans leur discussion quotidienne. Donc, on voulait rendre justice à ça et en fait le jeu Tu préfères est venu comme un prétexte, en fait, comme un parfait outil dramaturgique pour rendre compte de ce que c'était que leur faculté, ce qu'était leur faculté de débat au jour le jour, quoi. Voilà, et puis on a tenu à essayer de pas polisser le discours, pas polisser le langage, et qu'il y ait quelque chose aussi d'assez universel là-dedans, enfin, c'est-à-dire de dépasser aussi la question de la jeunesse des quartiers sensibles, quoi, pour que ça parle d'adolescence, d'amitié, d'amour, et que en fait tout le monde s'y retrouve, tout âge confondu et toute sociologie confondue. Et vous avez parlé avec eux on n'a pas beaucoup parlé de vertus pédagogiques au final, alors peut-être pour vous c'était plus important parce qu'encore une fois il y avait ce travail, mais est-ce que peut-être chez vous aussi vous avez l'impression que ceux qui étaient dans la fiction et ceux qui vont la regarder, est-ce que vos œuvres ont des vertus pédagogiques? Le mot n'est pas sale et il n'est pas nécessairement contradictoire avec l'art.
À quel moment est-ce que vous avez eu des discussions avec eux? Est-ce qu'ils en ont tiré quelque chose de tout ce travail que vous avez fait ensemble, dans un groupe comme dans l'autre d'ailleurs? Moi, je dirais qu'il y a 2 endroits où il y a eu des moments comme ça d'enseignement. Pendant les répétitions, donc autour des débats, franchement, il y a des moments où avec Lise, on se retrouvait avec les 4 qui, en fait, n'y connaissaient rien au sujet, quoi. Et c'était hyper intéressant parce que ça raconte quelque chose, mais quand même, on les laissait pas comme ça, quoi. On leur donnait des clés et des réponses. Donc ça, c'était des moments super et où effectivement, il y a un échange. Et puis globalement, l'expérience d'un tournage, quoi. Je pense que ça les... Enfin, on voit que ça les a pas mal transformés, enfin, de prendre leurs responsabilités, de travailler, le goût de l'effort. La valorisation aussi que ça amène. Et puis d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Fanta, qui était peut-être la plus en difficulté, commence à tourner pas mal, prendre goût à ça, se dire que en fait, c'est peut-être une porte qu'on a ouverte et qui va apporter ses fruits. Donc pour nous, c'est le plus beau cadeau, quoi. Et vous, alors, après coup, la vertu pédagogique de tout ce travail, parce que j'imagine qu'il y avait une volonté en amont, est-ce que finalement, vous avez accompli cette volonté, ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes allé au-delà et qu'il s'est passé quelque chose? Vous disiez tout à l'heure une forme de fin de la timidité, ces choses-là, mais plus que ça? Je pense que le résultat était bien au-delà de nos espérances à nous et de leur espérance à eux. C'est vrai qu'à leur âge, souvent la réflexion ne va pas très, très loin. Et donc il fallait vraiment les pousser dans leur retranchement et dans leur contradiction, parce qu'ils disaient une chose et tout son contraire. Et donc c'était aussi une façon d'essayer de cadrer un petit peu leur réflexion. Et au départ, les histoires, elles étaient extrêmement violentes. Il y avait énormément d'hémoglobine. Et on a dû un petit peu limiter tout ça et leur montrer qu'on peut parler de choses compliquées sans forcément utiliser la violence des mots ou la violence du corps. Et ça a été un long cheminement pour eux. En fait, ils sont devenus doux avec le temps, mais doux réellement entre eux aussi. Il y a une espèce de douceur qui s'est installée progressive, où en fait, comme on était dans la fiction, il n'y avait plus personne qui était obligé de jouer son rôle entre les garçons, entre les filles, les Mahorais, les ci, les là. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce qu'il y a eu une sorte de processus entre eux qui s'est créé, de complicité. Et ça, c'était aussi, je pense que c'est une des vertus de ces projets-là, c'est que ça les amène à se surpasser quand même un peu, et ils n'y croient pas forcément, mais avec le temps, ils lâchent sur des choses qui finalement mettent une sorte d'écran devant leurs talents tous, parce qu'on a découvert des talents incroyables chez les uns, les autres. Il y en a une, elle s'est mise à faire un rap, elle l'a préparé, je crois à la 3e séance, 3 ans après, on l'a filmé en train de le faire. Enfin, elle l'avait gardé, elle le répétait à chaque fois qu'on venait, elle voulait le faire, etc. Et c'est une fille qui était en déscolarisation totale. Donc, et en fait, ils ont vraiment parlé d'eux. Et enfin, en tout cas, moi s'il y a un truc à en tirer, c'est que finalement, ces ateliers et puis la fiction, c'est un formidable outil documentaire. Parce que je crois qu'ils nous ont ouvert leur univers comme ils ne l'auraient pas fait si on était arrivé, même avec du temps. Et la clé, évidemment, est le temps. Nous, on a eu vraiment un luxe extraordinaire de pouvoir travailler. Donc vous, c'était 3 ans. Oui, c'est 3 ans. Vous, en tout, le processus, du moment où vous vous êtes dit, il y a un truc, jusqu'à la fin de la production? Pareil. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Donc c'est dans le temps long. Enfin, après, les séries télé, c'est souvent le temps long, quoi qu'il en soit. Mais comment vous faisiez? Vous habitiez sur place? Non, on allait régulièrement. D'accord. À quelle fréquence? Tous les trimestres. D'accord. Pendant combien de semaines? Une semaine à La Réunion, une semaine à Mayotte. Mais on avait une chance formidable, c'est que on ne venait pas, comme on fait en général pour ce genre de projet, on a 2 heures ou une demi-journée. Là, on avait la semaine entière avec eux. Oui. Donc c'était génial, parce que le premier jour, il fallait un peu les resserrer. Et puis le 2e jour, on avançait. Le 3e, on rentrait vraiment dans le truc. 4e, 5e, c'était vraiment, ça fusait de partout. Et avec les jeunes, c'est super important. C'est savoir le temps de... Il y a une sorte d'inertie du groupe, du machin. Donc d'avoir une semaine, c'était génial. Entre chaque voyage, on restait en contact avec eux pour essayer de maintenir la flamme. Skype, on faisait plein de trucs.
J'ai 2 dernières questions avant de laisser le micro à la salle s'il y a des questions dans le public. La première, c'est de l'autre côté de l'écran, les retours que vous avez eus. Peu importe les retours de gens qui étaient ou profs ou éducateurs ou de jeunes eux-mêmes, est-ce que vous avez appris des choses de ce qu'on vous a dit par rapport à votre travail ? Nous, on avait très peur que ce soit... que en fait, les générations au-dessus de nous soient assez sceptiques et assez allergiques à... Et donc ça a été une super belle surprise de voir que des gens plus âgés du coup avaient accès à ces enfants-là comme ils n'y avaient pas accès dans leur vie quotidienne. Enfin, pas à ces enfants-là, mais en tout cas, c'était une immersion dans leur conversation, dans leur mode de vie et tout ça. Et en fait, que ça les avait fait aimer ces enfants. Tandis que la plupart du temps, je pense que par des gens qui, la plupart du temps, passent dans la rue et ont plutôt tendance à serrer leur sac à main quand ils les voient. Et donc ça, c'est chouette. Peut-être aussi le fait que ce soit une série, dans votre cas, je me disais ça tout à l'heure en regardant, c'est que au fur et à mesure au début, ils écorchent quand même un peu l'oreille, parce qu'ils sont là, ils ont cette espèce d'énergie qu'on n'a pas. Et en fait, finalement, au cours de l'épisode, on les regarde, vous les filmez de près, donc on voit, ils ont le visage encore tendre de l'enfance, etc. Et j'imagine que, pour en revenir aux séries, puisqu'on parle de séries, c'est quand même un truc particulier. Et très certainement, j'imagine que le processus d'attachement à ces personnages, l'effet de série doit énormément jouer. Parce qu'avec le temps, on doit vraiment s'attacher, je pense. Tout est là pour qu'on s'attache à eux. Ouais, c'est un truc qui est pas mal revenu, qu'au début, il y avait un accès un peu difficile à leur univers, et puis que fallait aussi que l'oreille se fasse. Et l'épisode qu'on a vu est quand même très essentiellement comique, mais vous avez des épisodes où ils parlent de choses très graves de leur vie intime, etc. Ce qu'il faut dire, parce que c'est vrai que celui-là est vraiment dans la tchatch à fond, mais il y en a qui sont quand même plus dans l'intime. Oui, puis l'histoire évolue et bascule à un moment. Parce que là, c'est vraiment un épisode, c'est le tout début de la série, donc il n'y a pas encore grand-chose qui se joue narrativement de leur relation. Il y a les graines qui sont plantées. En fait, le débat est prétexte à faire savoir des choses importantes pour la narration, sur leur famille, sur leur religion, sur... plein d'indices sur les personnages qui ensuite vont permettre de déployer la dramaturgie, quoi. Et puisque ces histoires, ça sera ma dernière question, et ont été construites sur le long, est-ce que, alors c'est peut-être un peu différent pour vous, mais je crois que vous avez parlé de suite tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu différent pour vous parce que c'est des histoires closes à chaque fois. Vous avez un récit long. Est-ce qu'on a envie de le poursuivre, ce travail, de continuer de creuser ces histoires? Alors vous, peut-être d'en raconter d'autres, vous de les voir vieillir, ces personnages-là, de les suivre. Ouais, on a envie et on y réfléchit. Oui, voilà, le désir est là en tout cas. Nous, ils nous ont demandé une saison 2. Le dernier jour de tournage, c'était saison 2. Bon, ça a quand même demandé une énergie. Marlene n'est plus là, mais elle a vécu quand même l'enfer avec nous. À produire, ça a été quand même très... Voilà, donc pas tout de suite une saison 2. En revanche, nous, on a été surpris, on parlait tout à l'heure de l'accueil. Finalement, on a monté cette série à Angoulême, Cité de la BD. Et il se trouve que là-bas, il y a un grand partenariat entre la Cité internationale de la bande dessinée et les quartiers politiques de la ville. Et très vite, on a fait une projection là-bas des épisodes au mois de janvier dernier. Et tout de suite, il y a une véritable demande dans les centres sociaux de travailler avec ces films. Et donc, ils nous servent de support de débat. Et on a lancé tout un projet de récolte d'histoires et donc de futures narrations. On ne sait pas encore très bien la forme. On aimerait mêler un peu plus BD, roman photo, vidéo. Enfin bon, on est en train de réfléchir sur la forme. Mais en tout cas, c'est quand même dans la suite que tout ça se passe. Mais en tout cas, la série, elle sert énormément dans les quartiers. Enfin, elle est projetée partout, dans les associations, etc. Donc, vous avez eu ce genre d'accueil ou pas, d'aller montrer la série, de débattre autour, encore une fois, l'origine du projet n'est pas du tout la même, mais est-ce qu'il y a eu, comme ça, est-ce que vous êtes allé, je sais pas moi, Place des Fêtes, enfin peu importe, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec un public ?
Il y a eu des projections, mais pas trop à Place des Fêtes. Enfin, nous, on s'est quand même retrouvés en plein confinement. Ah oui, vous avez un mauvais timing. Il y a 2-3 trucs qui ont sauté. Et du coup, on s'est un peu dit qu'on allait attendre. Une projection Place des Fêtes, c'est vraiment l'objectif. On adorerait réussir à faire ça. Oui. Mais non, et puis là, on nous a demandé à plusieurs reprises si on pouvait diffuser dans les centres sociaux par des éducateurs. Mais après, ce qui est super avec le fait que ce soit sur Internet et que ce soit accessible gratuitement, c'est justement que ces enfants-là y ont accès, ils peuvent, et ça nous voilà, et du coup on voit tous les commentaires, il y a des gens qui nous envoient des messages et tout, et ça c'est vraiment ce que permet pas le cinéma, quoi. Ça c'est un peu notre épine à nous, parce que c'est François qui a diffusé, donc François étant, comme chacun sait, paie son âme. En tout cas, alors nous on lutte, mais c'est pas facile, vraiment, parce qu'on voudrait être sur la plateforme évidemment des Outre-mer. Alors bon, mais ça n'avance pas, parce qu'on aimerait justement qu'il y ait cette accessibilité dont vous parlez. Alors nous on tourne avec, mais le truc c'est qu'on on peut pas non plus. Quelqu'un qui va sur Internet là peut pas trouver. Ouais, voilà. Donc ça c'est vrai que c'est. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions dans la salle pour poursuivre encore un petit peu cette discussion ? Ah oui, monsieur, merci. Comme vous l'avez tourné Place des Fêtes, et Place des Fêtes, on sait que c'est dans le 19e un des coins très difficiles entre les deux communautés, justement. Vous avez été confronté au problème relationnel entre les deux communautés juives et musulmanes à Place des Fêtes ou pas du tout? Vous étiez au dehors de ce problème-là? Confronté, c'est-à-dire que on y a été confronté dans le sens où c'est quelque chose qui existe dans leur façon de se parler, de se vanner, de concevoir leurs histoires d'amour, voilà. Mais après, il n'y a pas de... Moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est l'inverse, en fait. Mais peut-être que parce qu'on était avec des adolescents, mais ils sont tous hyper... Enfin, Chirel, qui est donc shy, juive, elle dit, moi, je suis que avec des rebeux. Il y a un truc comme ça où ils sont hyper mélangés. Et moi, pour le coup, je connaissais pas ce quartier. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est que les gens... ils sont vachement mélangés et cohabitent hyper bien. Mais ça, c'est un truc très spécifique à ce quartier aussi, justement, c'est que les gens vivent vachement ensemble et fréquentent les mêmes lieux. En fait, c'est quand même plutôt rare. Mais peut-être que ça s'est calmé. Je sais pas. D'autres questions, réflexions, monsieur? Je voulais vous féliciter pour le travail qui a été réalisé. Moi, je suis éducateur protection judiciaire à la jeunesse, donc je bosse avec des jeunes. Je suis un vieil éducateur, mais bon, ça me parle. Et donc, les deux séries sont vraiment intéressantes à des différents niveaux. Et ça fait du bien d'entendre un vrai parler, entre guillemets, pour la série Tu préfères. C'est tellement rare. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir la série entière. Je ne connaissais pas. Idem pour des Juliette et des Roméo. Donc j'espère pouvoir la récupérer malgré tout. On lutte pour ça. De voir ce type de travail il y a un vrai... Vous n'êtes pas à côté, quoi. Vous n'êtes pas à côté ça parle vraiment de la jeunesse. Et, vous avez l'impression que c'est rare, vous? Ouais, tout à fait, ouais. Et vous pensez que ça pourrait... Que ce genre, de votre point de vue à vous, ça apporte quoi, ce genre d'œuvre? Eh ben ça... Alors, sans rentrer dans on va pas dire que c'est un travail sociologique, même si on pourrait le dire... mais je trouve que ça apporte quelque chose qui n'apparaît pas aujourd'hui forcément dans les médias, quoi. On stigmatise cette jeunesse à outrance. Alors peut-être que vous êtes parents et que vous avez des ados, donc peut-être que ça peut vous parler aussi par ce biais-là. Mais c'est vrai qu'on parle toujours des jeunes de façon négative. Et on a tous été jeunes. Enfin, j'espère. et du coup, ça fait du bien de voir que cette jeunesse, elle est là et qu'elle est ce qu'elle est, et que même si elle nous agresse ou elle nous agace, nous on était pareil il y a quelques années et qu'il faut leur laisser la place, quoi. Je trouve que dans les deux cas, c'est un super boulot, quoi. Donc moi en tout cas, je vais réutiliser ça avec
avec les jeunes, notamment. C'est vrai que parler de l'homosexualité avec notre public, c'est hyper compliqué. On a même une histoire avec 2 filles, et qui est venue aussi des jeunes, de 2 filles, voilà. Donc, nous, on a un épisode sur l'homophobie, mais alors, faut s'accrocher. Ah, mais je serais ravie que ça crée le débat. On pourrait organiser une soirée avec justement les épisodes, mais ce serait intéressant de mêler tout ça. Voilà, moi j'ai bossé aussi dans les quartiers difficiles, etc. Donc voilà, c'est des sujets très difficiles. Ouais. Ben, merci. Mais c'est bravo. C'est bien, merci. Super boulot. Je voulais vous dire, oui, pour la place des Fêtes, en fait, moi j'habite rue du Télégraphe. Donc ce collège, je pense que je passe régulièrement devant quand je vais à Monoprix. Et donc je les vois, ces mômes. Et ils sont tout le temps, comme des mômes devant les collèges. Ils crient, ils ne savent pas parler sans crier. Ils se coursent, ils sont... Voilà. Enfants, quoi. Et là, on a une image vraiment... beaucoup plus intéressante que ce que je peux voir en passant devant ce collège-là régulièrement. Voilà. Et ça m'a touchée. Voilà. Et vous, ce qui m'a touchée, c'est que c'est pudique. Il y a une pudeur, mais en même temps, ça dit. Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Une dernière question peut-être, et puis ensuite, vu qu'il est 19h06, si je sais encore lire l'heure, on sera au terme de cette journée, si je dis pas de bêtises. Non ? Bon, ça me paraît très bien comme fin. Merci beaucoup, merci. Ah, non, très rapidement, monsieur. Juste pour rassurer monsieur, peut-être que dans les médias, on ne voit pas ce type de film, mais, puisque je suis la BNF, autant parler de mes collègues. À la BNF, il y en a beaucoup parce qu'on va récupérer dans les festivals ou de vidéos alternatives ou de courts-métrages. En particulier, on a beaucoup de choses sur l'outre-mer, justement. On a beaucoup travaillé cette année, on reçoit beaucoup de documents sur l'outre-mer. Et il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-dessus, qui font des... Et dans les ateliers, il y a beaucoup de choses de ce genre qui se font de plus en plus. Et une dernière chose, concernant France O, eh bien, on essaye de faire en sorte que les collections qui sont en France O, il y a énormément de productions qui est en train de se perdre, depuis le 23 août. Ils ont choisi cette date pour fermer, c'est-à-dire la date de commémoration de la traite négrière, c'est intelligent. On va essayer de faire en sorte qu'au moins ces documents soient déposés quelque part et peut-être aussi à la BNF si on peut réussir à les obtenir. Voilà, c'est un peu une action qu'on essaye de faire de ce côté-là aussi. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Vous étiez 5. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.